Dans cette première présentation, nous commencerons par voir ce que sont les coronavirus exactement, quelle est leur structure, quelle est la structure de leur génome, quel est leur cycle de vie et d'où viennent les coronavirus qui ont causé des épidémies sérieuses chez l'humain dans les 20 dernières années. Les coronavirus, en fait, représentent une famille très large de virus, dont certains membres sont représentés ici. Ce n'est pas du tout une vue exhaustive. Ils sont divisés en sous-familles, comme par exemple les bêta-coronavirus, les gamma-coronavirus. La majorité de ces coronavirus ne posent pas de problèmes sérieux chez l'humain, soit ils ne sont tout simplement pas infectieux chez l'humain, donc l'humain ne fait pas partie de leur tropisme d'espèce, ou bien ils sont infectieux chez l'humain, mais ils causent des symptômes légers, des symptômes qui s'apparentent à celui d'un rhume commun. Un petit nombre de coronavirus se sont révélés pathogéniques chez l'humain. Et évidemment, ce sont ceux-là sur lesquels nous allons nous concentrer dans ce cours. L'espèce humaine a vécu 3 épidémies majeures causées par les coronavirus dans les 20 dernières années. Premièrement, l'épidémie de SARS ou SRAS, qui signifie en fait le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a touché certaines villes asiatiques, essentiellement en Chine, ainsi que la ville de Toronto, et qui s'est déroulée de 2002 à 2003. Cette épidémie était causée par un virus qui s'appelle le coronavirus SARS, donc SARS-CoV. Deuxièmement, l'épidémie que nous vivons présentement, qu'on a appelée COVID-19, c'est-à-dire maladie causée par un coronavirus en 2019. Donc cette épidémie, comme vous le savez tous, a commencé fin 2019 et évidemment, on ne peut prédire à quel moment elle va s'interrompre. On espère qu'elle sera d'aussi courte durée que l'épidémie de SARS d'il y a presque 20 ans. Mais le virus semble avoir des propriétés différentes, notamment un taux de transmissibilité nettement supérieur, ce qui nous empêche d'affirmer que l'épidémie sera de courte durée. Cette épidémie est causée par un virus qui a été nommé SARS-CoV-2. La raison pour cette appellation est que le virus est très semblable au virus qui avait causé l'épidémie de SARS en 2002-2003. Une troisième épidémie qui est en fait toujours en cours, mais dont le pic a été entre 2014 et 2016, c'est l'épidémie de MERS, c'est-à-dire le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui est causé par un virus qui s'appelle le coronavirus du MERS, donc MERS-CoV, qui, vous le voyez sur cet arbre phylogénétique à gauche, appartient à un groupe de virus différent du groupe de virus dans lequel on retrouve SARS-CoV ainsi que SARS-CoV-2 qui n'est pas indiqué ici. Que sont les coronavirus exactement? Ce sont des virus à ARN. Je rappelle que virus à ARN signifie que le génome du virus tel qu'on le trouve dans la particule virale, c'est-à-dire dans le virion, est constitué d'ARN et non pas d'ADN. Ce sont des virus enveloppés, donc ils sont entourés d'une bicouche lipidique qui est dérivée de membrane de la cellule. La particularité des virus enveloppés est qu'ils sont plus fragiles dans l'environnement, ils survivent moins longtemps dans l'environnement que les virus non enveloppés. Et pour cette raison, ils tendent à être transmis plus souvent par les fluides corporels tels que la salive, le sang, les fluides sexuels. Concernant les coronavirus, ce qu'on a observé, c'est que la transmission d'humain à humain se fait via la salive et se fait également via les écoulements nasaux. Donc, lorsque les gens sont infectés par un coronavirus, il y a des symptômes respiratoires qui se concrétisent par de la toux, des éternuements, des écoulements nasaux et c'est de cette façon que le virus va être transmis à d'autres personnes, soit directement, par exemple, si on éternue et que des gouttelettes de notre salive se retrouvent donc à être inhalées par une autre personne, soit lorsqu'on se touche le visage, lorsqu'on est infecté, qu'on se touche le nez par exemple, alors qu'on a des écoulements nasaux, donc on va se retrouver avec du virus sur les doigts. Ce virus ne va pas survivre très longtemps sur les mains, mais si l'on touche par exemple la main d'une autre personne, eh bien le virus va se retrouver sur la main de cette autre personne. Et si cette autre personne à son tour va toucher son visage, notamment son nez, sa bouche ou ses yeux, on va pouvoir facilement aboutir
à une infection. Les coronavirus contiennent différentes protéines qui se retrouvent dans cette enveloppe lipidique. On a la protéine de membrane qu'on appelle M, la protéine d'enveloppe qu'on appelle communément protéine E, ainsi que la protéine S qui est la protéine spike qui signifie protéine de spicule. Ces protéines d'enveloppe sont les protéines qui sont responsables de l'interaction avec le récepteur afin d'entrer dans la cellule, et c'est une protéine d'importance car les vaccins qui sont produits vont généralement viser à stimuler la production d'anticorps dirigés contre cette protéine de façon à neutraliser les virus, les empêcher de pénétrer dans la cellule, et ces mêmes anticorps vont également promouvoir la destruction des cellules infectées via d'autres mécanismes impliquant notamment les cellules tueuses naturelles. Enfin, à l'intérieur de la particule virale, on trouve donc le génome viral présent sous forme d'ARN et recouvert de protéines de nucléocapside N. C'est une protéine qui va essentiellement protéger l'ARN, notamment après l'entrée dans la cellule. Ces virions peuvent également contenir des enzymes de réplication du virus. Ces virions peuvent également contenir des enzymes qui sont destinées à la réplication du virus, ainsi que différentes protéines de régulation de la réplication ou de manipulation de l'environnement cellulaire. Et ces protéines accessoires ou ces enzymes ne participent pas vraiment à la structure du virus, ne sont pas indispensables à cette structure, et pour cette raison, ils ne sont pas mentionnés sur cette représentation schématique. Ce schéma montre l'organisation du génome des coronavirus en se concentrant sur deux virus qui nous importent, c'est-à-dire le virus SARS-CoV, qui a une organisation très similaire à celle du virus SARS-CoV-2 qui cause donc le Covid-19, ainsi que le virus MERS-CoV. Les génomes de coronavirus se distinguent par leur taille importante de près de 30 kilobases, comparé à la plupart des génomes des autres virus ARN qui généralement font plutôt autour d'une dizaine de kilobases. Alors cette taille importante permet la présence de beaucoup plus de gènes que pour la moyenne des virus, et ainsi on va retrouver plusieurs protéines qui aident le virus à manipuler l'environnement cellulaire. La première partie du génome, qui est représentée ici en bleu, comporte des gènes pour les protéines non structurales qui contrôlent la réplication du génome et l'expression des gènes, donc l'expression des protéines du virus. On trouve deux séquences codantes, ORF1A et ORF1B, qui vont aboutir à la synthèse de polyprotéines. Ces polyprotéines vont ensuite être digérées dans un processus qui est appelé maturation par des protéases virales. Alors il y a deux protéases virales, une qui s'appelle PL-Pro, l'autre qui s'appelle 3CL-Pro. RDRP est une protéine d'importance également, car c'est la polymérase qui va copier l'ARN viral, ce qui est important pour la réplication du génome viral et également pour la transcription des différents ARN messagers du virus. La polymérase RDRP est la cible d'un inhibiteur dont on parle beaucoup depuis le mois de janvier, qui est remdesivir, que j'aborderai dans une autre présentation. Les protéases du virus sont, elles, ciblées par d'autres inhibiteurs. Évidemment, protéases et polymérases sont des enzymes virales qui sont fréquemment choisies comme cible pour la conception de nouveaux antiviraux, et on peut prédire que ce sera le cas également pour ce virus. La deuxième partie du génome, qui est représentée ici de diverses couleurs, contient les protéines de structure que j'introduisais dans la diapositive précédente, et également plusieurs protéines qui sont des protéines dites accessoires qui vont avoir un rôle important dans le contrôle de l'environnement cellulaire, mais qui ne sont pas indispensables à la réplication du génome. Cette diapositive montre le cycle de vie des coronavirus en se concentrant sur le virus SARS-CoV. Ce schéma est évidemment également valide pour le virus SARS-CoV-2 qui cause Covid-19. Le virus s'attache à un récepteur à la surface de la cellule. Ce récepteur s'appelle ACE2. Ce récepteur va permettre l'entrée du virus via un processus d'endocytose. Suivant l'acidification de cette vésicule d'endocytose, il y aura fusion entre l'enveloppe du virus et la couche lipidique qui constitue la membrane de cette vésicule, ce qui va conduire à la libération du cœur viral dans le cytoplasme de la cellule. L'ARN
génomique des coronavirus est un ARN qu'on appelle de sens plus, c'est-à-dire qu'il peut aboutir directement à la transcription de certaines protéines virales. C'est ce qu'on appelle la transcription précoce, car elle s'effectue avant la réplication du génome. Cette transcription précoce va aboutir à l'expression des cadres de lecture ORF1A et 1B qu'on voyait dans une diapositive précédente, ce qui va conduire à l'expression des protéines non structurales essentielles à la réplication du génome et à son expression. Donc, suite à leur maturation par protéolyse grâce aux protéases virales, la réplicase, c'est-à-dire la RDRP, va pouvoir copier l'ARN viral de sens plus en un ARN viral de sens moins. Cet ARN viral de sens moins va pouvoir être à son tour copié en ARN de sens plus, donc ça va conduire à la réplication du génome lui-même, mais cet ARN de sens moins va pouvoir être également copié en différents ARN de sens positif qui sont des ARN qu'on appelle sous-génomiques car ils sont plus petits que l'ARN viral et ces ARN vont jouer le rôle d'ARN messager pour le virus car ils vont conduire à la synthèse de tout un tas de protéines, essentiellement les protéines structurales et les protéines accessoires. Les protéines virales vont par la suite s'accumuler au niveau de membranes qu'on trouve au niveau du réticulum endoplasmique, également de l'appareil de Golgi, ainsi que dans des structures intermédiaires entre le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi qu'on appelle les ergiques. Le bourgeonnement des virus va avoir lieu dans ces vésicules qui sont donc des vésicules qui appartiennent à cette voie qu'on appelle la voie sécrétoire. Alors le bourgeonnement, c'est ce qui est schématisé ici. Donc on va aboutir à produire des vésicules qui contiennent à l'intérieur des virus entièrement formés, enveloppés. Et la fusion entre ces vésicules sécrétoires et la membrane plasmique va aboutir à libérer à l'extérieur les particules virales. Pour finir avec cette présentation, quelle est exactement l'origine des coronavirus humains qui ont causé les 3 épidémies récentes dans l'espèce humaine, incluant l'épidémie Covid-19 qui est en cours? Dans les 3 cas, il semble que le réservoir naturel était des chauves-souris. Réservoir naturel, c'est-à-dire que le virus se propage continuellement à l'intérieur de certaines populations de chauves-souris. Occasionnellement, le virus peut être transmis à l'humain. Pour ce qui est des coronavirus, il semble que cette transmission est indirecte. Par exemple, pour le virus MERS, la transmission se fait d'abord faite depuis les chauves-souris en direction de dromadaires et cette transmission s'est faite il y a plusieurs dizaines d'années. Le virus était capable de se propager dans les dromadaires eux-mêmes et occasionnellement le virus infectait l'humain. Dans certains cas, le virus était capable de se reproduire entre les humains, mais le virus MERS est en réalité peu compétent pour cette propagation à l'intérieur de la population humaine. Pour ce qui est des virus SARS-CoV et SARS-CoV-2, d'autres espèces de mammifères ont joué le rôle d'intermédiaire. On pense que notamment les civettes ont pu avoir un rôle pour ce qui est du SARS de 2002-2003. Il est possible qu'un mammifère asiatique qui s'appelle le pangolin ait joué un rôle pour ce qui est du Covid-19. Dans tous les cas, occasionnellement, le virus peut être transmis à l'humain et dans des cas plus rares, le virus est compatible pour la transmission d'humain à humain, ce qui peut aboutir à une simple éclosion ou bien à une épidémie de plus grande ampleur comme celle que nous connaissons actuellement en 2020. On a observé dans le cas du SARS, tout comme dans le cas du MERS, que les transmissions nosocomiales constituaient une part importante des événements de transmission. Alors les transmissions nosocomiales, ça signifie qu'elles se font dans un environnement médical, essentiellement dans les hôpitaux. Cependant, cette observation semble moins vraie pour le virus causant Covid-19, car celui-ci se transmet plus facilement et on a observé des foyers d'éclosion qui n'étaient pas du tout liés aux hôpitaux. Et les cas dont on a entendu les plus parler au cours des mois de janvier et février, c'était des éclosions de Covid-19 sur des bateaux de croisière.